Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants d'études supérieures, notamment en classe préparatoire scientifique, plus particulièrement, mais ceux qui sont licence de maths ou dans toute filière scientifique, la vidéo peut vous intéresser. Puisqu'en effet, ici, l'objectif de cette 6 sera très simple, c'est de faire un rappel. Et on va faire un rappel sur un certain nombre de notions que vous avez vues en classe de terminale normalement. Donc les terminales, si vous révisez bac et que vous passez par hasard sur cette vidéo, vous pouvez rester aussi. On va faire un certain nombre de rappels sur les notions de limite, de continuité, de dérivabilité, ainsi que tout simplement, ainsi que tout ce qui est lié aux tangentes et aux applications de la dérivation. Donc, c'est parti mon kiki, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à dire. Alors déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est que oui, on va faire un rappel sur ces notions-là, mais encore une fois, je le rappelais, ces notions-là de la façon dont vous avez défini en terminale. Il y aura un chapitre ultérieur où je redéfinirai de manière plus précise chacune des notions que je vais aborder. Que ce soit la limite, que ce soit la notion de continuité, que ce soit la notion de dérivabilité, toutes ces notions-là feront l'objet d'un chapitre, de chapitre ultérieur, où on définira précisément ce que c'est. Ok, donc là, pour l'instant, toutes ces notions-là, telles que je les ai citées, on va travailler avec, mais telles que vous les voyez normalement depuis la terminale. Ok, donc c'est parti mon kiki. Parce que oui, en effet, pourquoi je vous fais ce rappel maintenant? C'est parce que, en réalité, quand vous avez étudié une fonction, et la deuxième étape, après avoir étudié, en général, la première ou la deuxième étape, après avoir étudié tout ce qui est lié à la parité, le domaine de définition, et vous allez tout simplement étudier en général les limites, la continuité, ainsi que la dérivabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un rappel sur ces notions-là pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Ok? Parce que par ailleurs, par exemple, quand vous avez en prépa ou même quand vous changez de filière, peut-être vous avez un peu oublié ces notions-là, donc c'est bien de les rappeler. Alors du coup, je ne vais pas faire un rappel vraiment sur la notion de limite en soi, parce que la notion de limite, comme je l'ai dit, ça va faire l'objet d'un chapitre ultérieur où on va redéfinir concrètement ce que c'est. Donc la notion de limite, pour l'instant, on va la prendre telle qu'elle, comme c'est dans votre imaginaire, ok? Donc en gros, si on parle de limite en plus infini, ça va être le comportement d'une fonction au voisinage de l'infini, ok, bravo. Donc, comment vont se comporter les valeurs prises par la fonction en l'infini, en plus infini, en moins l'infini, quand on se rapproche d'une valeur interdite, et ainsi de suite. Donc, la notion de limite, en tout cas, pour l'instant, on va la définir dans ce chapitre de la façon suivante. En gros, ça va être un peu ce vers quoi on tend. Ok, c'est la notion intuitive de limite que l'on a normalement en sortant de terminale. Ok, et donc, pourquoi c'est important de comprendre cette notion de limite? Donc, de cette façon-là, parce que du coup, on va pouvoir quand même définir ce qu'on appelle une asymptote. Ok, donc, pour cela, pour définir ce que c'est qu'une asymptote, ok, en général, il va faire une fonction. Ok, donc, premièrement, il nous faut une fonction. Donc, soit f appartenant à l'ensemble des fonctions, donc d'un ensemble A à l'ensemble des réels. Et donc, A, c'est un ensemble qui est inclus dans R. Ok, c'est une partie de R, en tout cas, c'est un ensemble de R. Et donc, on dit la chose suivante. On dit que y, qui est la courbe de la fonction g, ok, bravo, donc y égale g de x, donc une courbe, et asymptote à la courbe représentative de la fonction f, ok, de cf, donc courbe représentative de f, donc en plus infini, si on a la chose suivante, si on a que la limite lorsque x tend vers plus infini de la chose suivante, c'est-à-dire f de x moins g de x, qui est égal à 0. Ok, donc pour que vous ayez une courbe asymptote à la courbe représentative de la fonction f au voisinage de l'infini, il faut tout simplement que la différence entre vos deux courbes, donc la courbe de la fonction g et la courbe de la fonction f, elles sont infinies, ok, qu'elles se rapprochent de 0. Ce qui se traduit par cette notion de limite, ok. Donc limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x moins g de x, si j'ai ça, c'est-à-dire, et donc c'est égal à 0, c'est-à-dire que tout simplement f et g sont infiniment proches l'une de l'autre, et donc la courbe de la fonction g est asymptote donc de la courbe de la fonction f. Ok. Alors, en réalité, cette notion de asymptote, vous la connaissez, mais seulement dans deux cas particuliers. Vous connaissez ce qu'on appelle les asymptotes obliques. Enfin, ça c'est vraiment si vous avez bien avancé, mais sinon si vous n'avez pas bien avancé, ce qui est la plupart du temps le cas, en général vous connaissez les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. Ok, c'est les deux cas les plus
vu de manière fréquente, mais il existe aussi des asymptotes obliques qu'on va définir justement au sein de la vidéo. Alors pour que vous puissiez visualiser tout de même ce que je raconte, on va quand même faire un petit dessin. Donc là, imaginez vous avez un repère, et donc je trace deux courbes. Donc là, la courbe représentative d'une fonction f. Ensuite, je vous trace de même envers la courbe représentative d'une fonction g. Voilà. Donc là, si vous observez le comportement de ces deux fonctions, bon, là, c'est pas vraiment au voisinage infini, mais si on continue à tracer ces deux fonctions-là, et ben vous voyez là que les courbes, elles se confondent presque, ok? Et au voisinage le plus infini, et ben on aura ce phénomène-là que les deux courbes que les deux courbes, donc celle de la fonction f et celle de la fonction g, se confondent, et donc que la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x moins g de x est égale à 0. Et en clair, bah, ça représente ceci. Dans vos têtes, quand vous parle d'un symptôme, en fait, et bah, il faut imaginer ce genre de situation, ok? C'est-à-dire, vous avez deux courbes qui, au départ, donc de leur ensemble de définition, donc ça peut être moins infini ou en un nombre quelconque, et bah, elles ne sont pas forcément collées l'une de l'autre, mais après, bah, quand on va au voisinage infini, ces deux courbes, elles se rapprochent l'une de l'autre en étant bah, quasi confondues en infini, ok? Donc ça, bah, pour ceux qui ont utilisé ça en classe de terminale, vous avez vu normalement le cas particulier, comme je l'ai dit, des asymptotes obliques, asymptotes horizontales, ça c'est le cas particulier, et asymptote vertical. Mais pour ceux qui sont allés plus loin, vous avez vu aussi un asymptote oblique que je vais définir ici, ok? Donc en particulier, bah, pour deux réels A et B, et bah, si vous avez y égale ax plus b, et bah, cette droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote ACF si et seulement si j'ai la chose suivante. Donc la limite de la différence entre f de x et ax plus b lorsque x tend vers plus infini est égal à 0. Et donc cette courbe-là, donc ça c'est un petit peu plus que je dois rajouter, remarque, la droite d'équation y égale à x plus b, et bah ça c'est ce qu'on appelle une asymptote, donc verticale, donc là oblique à la fonction f. Donc ça normalement vous l'avez vu pour si vous êtes allé assez loin dans le programme en classe de terminale. En général ça se voit plus trop maintenant parce qu'on fait pas beaucoup de... On travaille plus beaucoup avec les fonctions rationnelles, mais si vous avez bien bossé, bien bétonné le programme de terminale et que vous avez bossé sur les fonctions rationnelles un petit peu, normalement, votre prof, il a été assez loin et donc il vous a montré ce genre de situation. Donc voilà, vous avez une fonction qui fait ça à peu près. Et donc au voisinage le plus infini, il y a une droite qui se rapproche de la fonction f. Ok? Au départ, elles sont éloignées et après, les deux, la courbe et la droite, se rapprochent. Un peu de manière similaire à la situation précédente, sauf que là, du coup, cette droite-là, au lieu que ce soit juste une asymptote basique à la courbe de la fonction f, cette droite, on l'appelle asymptote oblique. Ok? Bravo. Et en général, ça marcherait bien pour des fonctions rationnelles, souvent. Ok? Ce genre de situation arrive très souvent quand on a affaire à des fonctions rationnelles. C'est le cas classique. Alors, pareil, un certain nombre de définitions qu'on va ajouter au fur et à mesure. Ok, bravo. Là, pareil, encore une fois, ici, c'est essentiellement des définitions que je vais donner. Après, dans les vidéos d'exercice, je vous donnerai des méthodes aussi. Ok, bravo. J'espère que cette vidéo arrivera assez vite parce que ce serait sympa pour vous que vous ayez quand même des vidéos d'exercice pour varier un petit peu le contenu. Mais bon, après, c'est vrai que malheureusement, on prépare, on manque beaucoup de temps et donc, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Bon, du coup, on va définir un certain nombre d'asymptotes, tels que vous les avez vus en classe de terminale, et en particulier ce qu'on appelle l'asymptote verticale. Ok, donc l'asymptote verticale, il faut vous imaginer la situation suivante. Donc là, je la représente avant que vous puissiez, avant que je vous donne une définition propre et rigoureuse. Donc là, on a une fonction f, voilà, fonction f qui fait ça. En général, c'est des fonctions rationnelles très souvent, mais pas que, mais voilà, très souvent, c'est des fonctions rationnelles qui font ce genre de choses. Et donc, voilà, on a une fonction de ce type-là, qui est un peu cette allure-là d'un point de vue graphique. Et donc, l'idée, c'est très simple. C'est que, tout simplement, vous allez prendre une partie de R, ok, voilà. Et vous allez prendre donc une fonction f, là, comme là,
qui est définie sur cette partie de R. Et donc, on va voir la chose suivante. C'est que si vous vous rapprochez de A en étant plus petit que A, et que la limite de la fonction, c'est plus ou moins l'infini. De même, si vous vous rapprochez de A, mais en étant plus petit que A, et que la limite est plus ou moins l'infini, bah la droite que je vais vous tracer en vert, et elle a un nom particulier, c'est ce qu'on appelle une asymptote verticale. Et du coup, après, derrière, on peut définir aussi l'asymptote horizontale de manière similaire, tel que vous avez vu dans la classe de terminale. Donc pour cela, il vous faut un certain nombre d'objets pour faire ça. Donc il vous faut d'abord une fonction qui appartienne à l'ensemble des fonctions de A dans R. Et donc un réel qui est un réel A quelconque. Et donc si vous avez la chose suivante, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers A, donc plus ou moins de f de x qui est égal à plus ou moins l'infini, dans ce cas-là, la droite d'équation x égale A est asymptote verticale à la courbe représentative de f. Que je vais noter ici, c'est f, pour aller un peu plus vite. Alors, de manière symétrique, du coup, je vous définis aussi, comme ça, ce sera fait. On va faire les deux dans un paquet. Je vous définis un asymptote, donc, horizontal. Comme ça, on aura les deux types d'asymptotes que vous devez connaître. Et que vous connaissez déjà en réalité. Donc là, pareil, on prend deux choses. Donc, f, une fonction qui est définie sur une partie de R. Il y a valeur d'un R. Et donc, vous prenez un réel quelconque. Et donc là, c'est le contraire, ok? Si la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, c'est égal à A, dans ce cas-là, la droite d'équation, alors cette fois-ci, c'est plus x égale A, mais la droite d'équation y égale A, et cette droite-là, j'appelle asymptote, donc horizontale, à la courbe représentative de la fonction f. Alors, pareil, si vous êtes comme moi, que vous avez toujours tendance à confondre l'horizontale avec la verticale et je ne sais quoi d'autre, donc là, je vais vous représenter pour que vous puissiez visualiser tout de même, au cas où si vous aurez oublié. Donc là, vous avez une fonction. Là. Donc là, on va représenter son asymptote. Donc y égale à A. Et donc, en moins l'infini, elle a ce comportement-là, par exemple. Voilà. En plus infini, elle a ce comportement-là, par exemple. Alors, c'est pas obligé qu'il y ait des discontinuités sur ce type de fonction. Voilà. Là, je sais pas pourquoi je voulais représenter avec des discontinuités. On peut très bien imaginer une fonction qui est continue comme ça et qui fait ce comportement-là, ok? Et qui va mettre la droite d'équation y égale à A comme asymptote horizontale, ok? Il n'est pas nécessairement obligé d'avoir une discontinuité pour avoir une asymptote, ok? Mais voilà, je vais représenter ainsi. Et donc, pareil, si vous êtes comme je disais, si vous êtes comment vous confondez horizontale, verticale, petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler la différence entre les deux. Horizontale, vous pensez à la plage, vous pensez à l'horizon. Quand on dit vous regardez à l'horizon, c'est-à-dire vous regardez comme ça normalement. Ok? Vous balayez ce champ de vision, tel que je décris par la trajectoire du stylo. Et donc verticale, la différence est comme ça. Ok? Ou sinon, vous aimez la physique et donc vous pensez à une chute verticale. Et donc en général, une chute verticale, quand on dit qu'elle est verticale, c'est cette direction-là. Okay, c'est une direction qui est perpendiculaire au sol, ok, en général. Donc cette direction-là, telle que je décris avec mon stylo. Voilà, ça c'est au cas si vous confondez encore, comme moi là, parfois ça peut m'arriver, et donc je repense à ça, ça m'évite de confondre l'horizontale avec la verticale. Voilà. Alors, une fois qu'on a défini ces choses-là, on va pouvoir aller un peu plus loin et définir ce qu'on appelle la continuité. Ok, la continuité d'une fonction, ça aussi c'est un deuxième paramètre essentiel afin d'étudier un certain nombre de choses sur la fonction. Ok, parce que si en effet vous avez une fonction qui est discontinue, c'est intéressant aussi à étudier, mais du coup, on ne l'étudie pas de manière identique à une fonction qui est continue. Ok, vous imaginez bien. Donc, du coup, pour cela, il vous faut un certain nombre de choses. Donc, soit A, une partie de R, et donc f qui va de A dans R, une fonction. Et donc, on va faire un autre truc. Et donc, je vais prendre A, cette fois-ci, qui appartient à grand A, donc à une partie de R. On va dire que f est continu à A. Si et seulement si, on a la chose suivante. Donc, si et seulement si,
Bah, en fait, j'ai les limites lorsque x tend vers moins a, mais en étant plus petit que a, qui est égal à la limite lorsque x tend vers a en étant plus grand que a, donc de f de x, qui est aussi égal à f de x. Enfin, f de a, plutôt. Ok, voilà. Donc à f de x, mais évalué en a. Alors ça, pareil, on peut en faire une définition un peu plus concise. Ok, ça c'est la définition que je donnais en classe de terminale pour bien distinguer les cas. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi dire que f est continu en a, c'est seulement si à la limite lorsque x tend vers a de f de x, c'est la même chose que f de a, tout simplement. Ok. En général, je scinde les cas parce que, bah, par exemple, comme je vous l'ai dit, si on est sur une fonction, si en général, pour montrer qu'une fonction est continue sur R, bah, parfois on peut être sur des fonctions comme je faisais en terminale où je vous donnais, bah, en fait, non pas une fonction définie par une expression, mais par trois expressions. Ok, on demande de montrer qu'elles sont, que globalement c'est continu sur R, cette fonction. Donc, bah, il faut bien montrer. Donc, bah, pour cela, en général, les expressions elles sont continues sur une partie, sur l'ensemble de définition. Et après, le problème, bah, c'est au point où on considère la coupure, entre guillemets, bah, est-ce que c'est bien continu? Et donc, bah, en général, il faut faire des calculs de limite. Donc, c'est pour ça que je distingue à gauche, à droite et l'image. Ok. Mais si vous avez cette égalité-là, ça marche aussi. Ok, bravo. Parce que du coup, oui, quand vous êtes plus petit que A, quand vous rapprochez de A, mais en étant plus petit que A, bah, ça limite à gauche de A. Et quand vous rapprochez de A, en étant plus grand que A, ça limite à droite de A. Ok. Bon, voilà. Pareil, ces choses-là, on les redéfinira de manière très propre dans un chapitre sur les limites de fonction. Ok. Bravo. Mais c'est bon, dans un chapitre sur les limites de suite, on reparlera tout de même de limites aussi. Ok. Donc ça vous donnera une première définition rigoureuse de la limite déjà. Après, bah, on ira plus loin. Bon, maintenant, chose extrêmement importante. Quand on parle de fonctions, la base même des fonctions, une fois qu'on a étudié la continuité, une fois qu'on a étudié les limites, l'ensemble de définitions, la base, quand on va étudier une fonction, ça va être la dérivabilité. Ok. Alors pareil, encore une fois, désolé de vous casser l'ambiance, mais on n'ira pas définir de manière très propre ce que c'est que la dérivabilité tout de suite. Ok. Pour l'instant, vous avez une définition de la dérivabilité qui est assez vague. Et c'est normal, parce que quand on sort de terminale, on ne nous a pas vraiment défini ce que c'est que la dérivabilité. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour les plus curieux d'entre vous, si vous êtes assez patient, normalement, il y aura une vidéo qui sortira où je vais vous expliquer dans les détail ce qu'est la dérivabilité et donc en donner une définition rigoureuse. Mais pour l'instant, on va se contenter de la définition plus ou moins approchée de la dérivabilité qu'on en a en terminale. Ok, terminale première d'ailleurs. Parce qu'on aborde cette notion plutôt en première et terminale, on va assez vite. Donc, pour cela, il vous faut un intervalle. Ok, donc soit I inclus dans R un intervalle. Ok. Et donc, on va considérer une fonction qui va de cet intervalle I vers l'ensemble des réels. Et A, bah, vous considérez que c'est un nombre qui appartient à l'intervalle I. Dans ce cas, la première chose, on va dire quoi? On va dire que f est dérivable en A si on a une certaine égalité. Donc si et seulement si, limite lorsque x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A existe et est finie. Alors, vous allez me dire, j'ai l'impression de connaître, mais je ne connais pas. Oui, c'est vrai, parce que cette chose-là, ah, là je vais l'encadrer, attendez, cette chose-là, que j'encadre mieux, j'encadre en vert, cette chose-là que vous voyez en vert, c'est un nom, ça s'appelle le taux d'accroissement de f en A. Et en général, la limite de ce taux d'accroissement de f en A, et bah en général, qu'est-ce qu'il y a? Et bah on peut la noter autrement. En général, normalement en classe de terminale, si vous ne l'avez pas vu sous cette forme-là, vous l'avez vu sous une autre forme, un peu plus connue éventuellement. Donc c'est la limite lorsque h envers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par x moins 1. Enfin, divisé par h, pardon. Ok. Et en fait, le h qui est là au dénominateur, bah, ça équivaut à x moins 1. Ok. Donc avec h égale x moins 1. Donc c'est pour ça, lorsque h égale à 0, bah, dans ce cas-là,
quand h est égal à 0, en fait, vous avez x qui se rapproche de a. Ok, voilà. Et donc, c'est pour cela, si vous gardez ce changement variable, h égale x moins a, et bah, vous avez au numérateur f de x et non f de a plus h. Ok, voilà. Pareil, pour le retrouver, bah, vous ajoutez x au demande, vous ajoutez a aux demandes de cette égalité a, et vous avez directement f de x. Et là, de même, bah, pour le deuxième, du coup, et bah, cette fois-ci, j'avais f de a. Ok, voilà. Donc, j'isole a, et on voit très rapidement que du coup, ça équipe. Et donc en isolant A, bah, on voit que ça reste identique. Ok, bravo. Ça reste identique parce que du coup, bah, là, ça dépend plus de H, quoi. Ok, le A qui est là. Et après, X moins A, bah, comme je le dis, c'est H. Bon, ça, c'est la première chose que normalement, vous avez dû définir quand on vous a parlé de dérivabilité d'une fonction en un point. Ok. Et ce nombre-là, donc, cette limite-là, lorsqu'elle existe et qu'elle est finie, elle a un nom particulier. Donc, cette limite, donc là, sous condition d'existence, sinon, c'est pas vrai ce que je vais dire, est appelé nombre dérivé de f en a. Ok, c'est la fameuse animation sur GeoGebra que je vous avais montré si vous avez une bonne mémoire, normalement en classe de première. Ok, non, j'avais fait ça de mémoire en janvier. Donc on était 2 ans en arrière, donc là 2023, janvier 2021. Ok, donc si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez toujours la voir, c'est notre chapitre dérivation, le tout premier chapitre de dérivation de première spémat. Donc là, dans les playlists, ça doit être la 4e playlist si je me rappelle à peu près. 3e ou 4e playlist, vous regardez en fouillant bien, normalement vous verrez, c'est dérivation, le nom du chapitre. Ok. Ou si c'est pas dans la 3e ou 4e playlist, parce que c'est le 4e chapitre que j'ai abordé, donc c'est pour ça que je dis 3e ou 4e. Non, ça doit être dans la 2e playlist. Ok. Voilà, tout dépend comment j'ai rangé. J'avoue, j'ai un peu oublié le rangement de ces vidéos-là. En tout cas, vous les retrouvez très facilement dans les playlists de la chaîne, en fouillant convenablement. Donc, cette limite sous condition d'existence est appelée nombre dérivé de f. Et en général, le nombre dérivé de f, et bah, normalement, vous l'avez vu, mais il se note f' de a. Ok, bravo. Ce f' de a, il est extrêmement indispensable, vous verrez par la suite, puisque, bah, en fait, vous l'avez déjà vu normalement, si vous avez été en classe de terminale, spémat en tout cas. Mais normalement, en classe de terminale spémat, ce nombre dérivé, vous l'avez vu, puisqu'il sert à un certain nombre de choses. Bah, déjà, il vous sert à résoudre un certain nombre d'exercices. Et en particulier, bah, si vous avez fait spé physique en plus de la spémat, et bah, normalement, vous avez vu que ce nombre dérivé est indispensable, notamment en mécanique, mais pas que. Il est indispensable pour l'électricité, en chimie, bref, dans plein de domaines de la physique et de la chimie. Mais il est aussi indispensable en SVT aussi pour un certain nombre de choses, notamment pour faire de la datation. Ok, bravo. Bon, deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a des termes, on a parlé de dérivabilité, bah, deuxième chose, on va pouvoir parler de tangente à une courbe, ok? Parce qu'en effet, bah, si vous avez une fonction qui est dérivable en un point, et bah, au niveau de ce point-là, en fait, la courbe va mettre une tangente, ok? Une tangente qui va avoir une équation un petit peu particulière. Donc, si f dérivable en a, donc a étant un réel à partir de l'intervalle i, dans ce cas-là, la droite d'équation y égale f' de a facteur x moins a plus f de a, elle a un nom particulier, elle est très particulière, elle est appelée tangente de f en a. Ok, bravo. Donc, vous imaginez une fonction, vous imaginez a, un réel appartenant à l'intervalle i de définition de la fonction f. Bah, si vous avez f qui est dérivable en a, ok, dérivable en ce point-là, et bah à chaque fois, il existe une droite qui va toucher la courbe une seule fois. Donc ça, c'était l'intuition que je vous avais fait faire sentir normalement dans la vidéo sur GeoGebra, que j'ai encore sorti, que j'ai sorti en 2021, lorsque j'avais parlé de la tangente pour la première fois à une courbe en classe de première spécialité. Et donc, si vous avez une fonction qui est dérivable en a, dans ce cas-là, il existe une droite qui va
touche la courbe une seule fois. Ok, et cette droite-là, elle a une équation qui est de la forme f' de a facteur x moins a plus f de a. Ok, et cette droite-là, bah, que je viens de tracer en vert, c'est la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse A. Ok, alors pareil, bah forcément, si le nombre dérivé de f il varie sur votre intervalle, bah, la tangente à la courbe va varier. Ok, bah, non seulement si le nombre dérivé il varie, bah, vous avez une tangente qui varie. Et en plus, bah, forcément, si la fonction ne prend pas les mêmes valeurs sur un intervalle considéré, vous allez avoir une tangente qui va varier. Ok, donc là, par exemple, vous allez avoir une tangente de coefficient directeur plus importante sur l'intervalle A plus infini. Et sur cette portion-là que je vous montre avec mon stylo, le coefficient directeur de cette tangente sera moins important. Ok, bravo. Alors, théorème extrêmement important, capital, bref, vous l'encadrez dans votre tête, vous vous fixez de la pâte à fixe pour le mémoriser. On ne démontrera pas tout de suite parce qu'on n'a pas suffisamment d'outils pour le démontrer. En fait, ça impliquerait il faudrait déjà montrer le fait d'être dérivable. Ensuite, il faudrait déjà expliquer le fait d'être continu. Mais sauf que pour expliquer ces deux notions-là, il faudrait déjà expliquer la notion de limite. Et ce, de manière rigoureuse. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous montrer tout ça, vu qu'on n'a pas défini de façon très propre ces éléments-là. Ok, donc c'est juste un théorème que j'ai cité, mais qu'on démontrera dans un chapitre ultérieur. Ok, donc théorème, donc c'est le 1 de cette vidéo. Donc pour cela, il vous faut une fonction. Donc soit f, une fonction qui va de a dans R, et a, donc un élément de grand A. Ok, et grand A, si c'est pas clair dans votre tête, c'est une partie de R. Ok, voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Et bah, si f est dérivable en A, alors f est continu en A. Alors là, attention. Attention, danger, alarme. C'est pour ça que je vous dis, encadrez ça bien dans votre tête. Une fonction qui est dérivable en A est continue en A. Ok, dérivable implique continu. Ok, donc ça veut dire que dès que vous avez une fonction qui est dérivable, vous n'avez même pas à vous poser la question pendant des heures et des heures de sa continuité. Elle est forcément continue. Ok, parce que dérivable implique continu. J'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi ça implique continu. Enfin, vous verrez avec un schéma pourquoi dérivable implique continu. Ok, ça peut se comprendre d'un point de vue schématique. Mais en tout cas, voilà. Dans une vidéo, on démontrera cela. Dérivable, ça implique forcément continu. Dans l'autre sens, continu n'implique pas forcément dérivable. Il existe un certain nombre de fonctions qui sont dérivables en des points, mais qui n'ont pas continu en ces points. Je vous prends par exemple tout bêtement l'exemple qu'on vous prend en classe de première même. En fait, c'est la fonction racine carrée. Ok. Enfin, on vous la prend en première et terminale. Surtout terminale, parce que terminale, vous voyez la continuité. Première, vous ne l'avez pas vu normal. À moins que vous étiez très avancé. Mais bon, c'est un autre problème. Donc, dérivable implique continu. Bah là, le contraire n'est pas vrai. Alors, continu n'implique pas dérivable. Si je prends la courbe de la fonction racine carrée sur l'intervalle 0 plus infini, 0 inclus du coup, parce que la fonction racine carrée est définie en 0, bah, qu'est-ce que vous pouvez constater au point d'abscisse 0? Et bien là, on a une tangente à la courbe qui est tout simplement horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, verticale plutôt. Donc, tangente verticale. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une tangente verticale? Et bien, une tangente verticale à une courbe, ça signifie que tout simplement, vous avez un taux d'accroissement de la fonction racine carrée en 0 qui est infini. Ok, bah oui, vous avez une limite qui est infinie du taux d'accroissement de la fonction racine en 0. Ce qui signifie donc que, tout simplement, et ben, vous n'avez pas ce qui signifie donc que comme la limite du taux d'accroissement de la fonction tangente de la fonction racine carrée en 0, elle n'est pas finie, elle est infinie, et bah ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas de nombre dérivé de f en 0. Pas de nombre dérivé de f en 0, donc la fonction n'est pas dérivable en 0. Ok, bravo. Donc la fonction racine carrée n'étant pas dérivable en 0, et ben on pourrait se dire elle n'est pas continue en 0. Et ben non, pourtant elle est bien continue en 0. Ok. Parce que oui, si vous rapprochez 0, bah, l'image de 0, ça correspond bien à la limite de racine en 0. Ok. Mais c'est pareil pour le taux d'accroissement du coup. Ok. Qui lui est infini. Donc ça, encadrez ça bien dans votre tête. Dérivable implique continu, mais le contraire est complètement faux. Ok. Voilà. Que ce soit en première ou terminale ou quelque part, il faut que vous intégrez ça assez rapidement.
Théorème essentiel. Donc, si vous êtes comment vous avez passé le bac et que vous croyez que vous pouvez vous en sortir en connaissant la moitié de vos dérivés, détrompez-vous, ok? Au bac, c'est vrai, on peut s'en sortir en ayant en tête 3 dérivés sur 4 et ça passe. En ayant en tête une dérivée et tu arrives à retrouver les 10 autres qui suivent, c'est vrai, mais arrivé un moment, il faut quand même les retenir, ok? Ça fait depuis après, en fait, des dérivés. Donc, normalement, j'espère que vous allez pouvoir les retenir à présent, ok? Donc, pour cela, il vous faut deux fonctions, ok? Donc, soit u, v, deux fonctions donc dérivable sur i à intervalle de r et lambda un réel. Alors après on en reparlera dans une vidéo, mais on peut dériver aussi des fonctions complexes. Ok. Là pour l'instant on va étudier les fonctions réelles, mais il faut savoir que ces opérations de dérivation peuvent s'étendre sur les complexes. Ok. Bravo. Donc ceci étant dit, fermons la parenthèse. Première chose, si vous avez u et v, deux fonctions qui sont dérivables sur un intervalle i, et u plus v est dérivable également sur i, et la dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Donc déjà, première chose, la dérivée, c'est une opération qui est linéaire. Ok. Ça, vous verrez, ça apparaît le terme de linéarité. On va en parler assez régulièrement. Donc si vous pouvez le retenir maintenant, c'est pas mal. Voilà. Le fait que la dérivée de la somme, c'est égal à la somme des dérivés, ça montre que la dérivée est une opération linéaire. Ok. Deuxième des choses, si vous avez lambda un réel, lambda et u une fonction dérivable, lambda u est dérivable sur i. Et deuxième chose, on a que lambda u, la dérivée de lambda u, c'est quoi? C'est lambda multiplié par la dérivée de u. Ok. Donc là, pareil, le lambda par linéarité, il sort, et donc, entre guillemets, et après, vous multipliez juste par la dérivée de u. Ok, bravo. Donc là, encore une fois, deuxième chose qui permet de montrer que la dérivée est une opération linéaire. Troisième chose, la dérivée d'un produit. Alors, autant pour la somme, la dérivée c'est quelque chose de linéaire, donc c'est assez simple à faire. Ok. Quand vous voulez dériver une somme, vous dites c'est la somme des dérivés. Quand vous voulez dériver une fonction où vous avez le produit d'un réel par une fonction, c'est très simple, vous prenez le réel et vous multipliez par la dérivée de la fonction. Bon, pour la dérivée d'un produit, donc u plus u fois v, à condition que u et v soient dérivables, u fois v c'est dérivable également sur le même intervalle, c'est-à-dire i. Et la dérivée de u fois v, s'il vous plaît, là vous n'avez pas le droit de vous tromper, c'est d'abord u' fois v plus u fois v'. Ok. Celui qui n'a pas ça en tête, mettez-vous ça en tête dès maintenant. Ok, c'est important. Et dernière chose, sur les dérivés de base, alors vous allez voir, il va y avoir beaucoup de formules de dérivés maintenant. C'est vrai que ça apparaît beaucoup, mais il faut que vous les ayez en tête dès maintenant. Ok. Plus vous allez avoir en tête toutes ces formules maintenant, et moins vous allez galérer par la suite durant votre année. Parce que oui, il faut savoir, par exemple, en prépa, les fonctions, on ne fait pas que des études de fonctions, mais c'est quand même le peu d'études de fonctions qu'on va faire. Il faut quand même que vous ayez vos dérivés, que ce soit rapide et que ce soit fluide. Ok. Que dès que vous voyez une fonction, vous ne soyez pas là en mode oh, mais je ne me rappelle plus comment on dérive ça, je ne me rappelle plus la formule de dérivée de ça. Non, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit rapide, parce que dans les contrôles, vous allez manquer très souvent de temps. Et donc, si vous manquez les dérivés en tête, ou qu'il faut 17 ans pour les retrouver, on est mal. Bon, du coup, si dernière chose, v ne s'annule pas sur i, et que u et v c'est deux fonctions dérivables, alors u sur v, c'est dérivable sur i, et la dérivée d'un quotient, s'il vous plaît, c'est comme pour produit, ne croyez pas que c'est le quotient des dérivés, non. U sur v, la dérivée de u sur v, c'est quoi? C'est d'abord dérivée de u fois la fonction v. Attention. Ensuite, vous allez avoir moins dérivée de u, enfin, fonction u plutôt, multipliée par la dérivée de v, divisé par le dénominateur au carré, donc v au carré. Donc, je récapitule. La dérivée d'un quotient, donc u sur v, c'est donc dérivée de u fois la fonction v moins la fonction u multipliée par la dérivée de v. Et le tout divisé par v au carré. Alors, ensuite, la composition. Alors ça, pareil,
j'ai envie de dire qu'en terminale, on faisait les aveugles. On disait, bon, ouais, la composition, c'est bon, c'est toujours les mêmes fonctions, il n'y a pas de problème. Et puis au bac, on ne demandait pas de justifier les dérivés, donc c'était facile. Mais s'il y a des compositions, bah, je me débrouillais, je dépatouillais, je bricolais. Mais à partir de maintenant, il va falloir que vous soyez rigoureux là-dessus, ok, sur la composition. C'est-à-dire que dès que vous allez devoir dériver une fonction, ça je n'ai pas dit aussi, pourquoi je vous rappelle tous ces théorèmes de manière la plus rigoureuse possible, c'est parce que dès que vous allez devoir dériver une fonction de manière systématique à présent, il va falloir que vous justifiez, mais si ça prend une ligne, hein, mais il va falloir tout de même que vous justifiez pourquoi la fonction est dérivable. Donc si c'est dérivable par somme, bah, vous mettez par somme. Dérivable par produit de fonction dérivable, vous mettez par produit de fonction dérivable, ainsi de suite. Il va falloir que vous soyez rigoureux, concis et précis là-dessus, ok? Parce que clairement, bah, si vous ne mettez pas pourquoi la fonction est dérivable, bah, malheureusement, vous n'aurez pas les points de contrôle. Donc c'est un peu dommage, quoi. Bon, du coup, on va repartir sur deux fonctions. Donc si U est défini est dérivable dans l'intervalle I, donc sur I, un intervalle, et V défini est dérivable sur J, un intervalle, tel que, on a la chose suivante, tel que tout simplement toutes les images prises, enfin toutes les images donc de la fonction U sur I soient inclus dans l'ensemble J, alors la composée verront U est dérivable sur I et quel que soit X appartenant à I, on a donc la dérivée de V rond U de X, donc dérivée de ceci, c'est égal donc à la chose suivante. Alors, comment je retiens cette formule? Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont du mal à la mémoriser. Alors déjà, bon, j'écris comme ça parce que c'est la notation standard. Mais honnêtement, moi, j'aime pas les ronds. Je l'explique. Enfin, j'aime pas les ronds. Donc, j'ai noté ça autrement. V rond U de X. Donc, c'est quoi? C'est V de U de X. Et donc, on va dériver tout ça. Ok? Mais c'est vrai que noter comme ça, bah, c'est pas propre. C'est pour ça qu'on vous note comme ça. Mais, ça, mais à la base, V rond de U de X, ça vient là. Ensuite, comment je fais pour dériver ce genre de fonction? Bah, honnêtement, j'ai pas la formule dans ma tête. Voilà, je sais pas ce que ça donne. Enfin, à force, oui, je le sais, mais au départ, je savais pas qu'est-ce que ça donnait. Donc, en terminale, j'ai une technique de chemin. Et c'est comme ça, justement, je vous disais que je retrouvais tous mes dérivés en n'ayant que deux dérivés en tête. Voilà. Bon, petite anecdote à ne pas reproduire, bien évidemment, et essayer d'apprendre un minimum vos dérivés. Au bac, je ne connaissais pas la dérivée de 1 sur U. Donc, bah, vu que je ne connaissais pas ma dérivée de 1 sur U, mais en revanche, je connaissais la dérivée de 1 sur X, bah, je me suis dit, il y a une composition. Voilà, classique. Donc, il y a une composition, donc composition de fonction par son inverse, ok? Donc, bah, du coup, j'utilise la fameuse formule qui est là, que je vais vous montrer en 2 secondes, et de là, j'ai retrouvé la formule du dérivé de 1 sur U, ok? Qui est moins dérivé de U sur U carré, ok? Bon, j'ai retrouvé parce que je connaissais la dérivée de 1 sur X. Mais si vous pouvez avoir directement la dérivée de 1 sur U, franchement, c'est plus pratique. Ça vous évite non seulement plusieurs lignes de rédaction, et en plus, ça vous évite plusieurs lignes de calcul. Voilà. Donc, bah, soit vous apprenez. Donc là, honnêtement, c'est pareil. J'ai pu la retrouver vite, mais encore une fois, il est quand même plus pratique d'avoir ces formules en tête. Donc, retour à l'astuce du chemin. Comment on dérive ce genre de fonction? La composite de fonctions. Et bien, vous dérivez d'abord la fonction qui est la plus à l'intérieur. Ok? Donc, la fonction qui est la plus à l'intérieur, bah, dans V de U de X, ce qui est le plus à l'intérieur, c'est U de X. Donc, on dérive U. Donc, ça fait U' de X multiplié par quoi? La dérivée de la fonction qui est plus à l'extérieur. Donc, la fonction la plus à l'extérieur, c'est V. Donc, c'est V'. V' de quoi? Alors, attention. Bah, là, vous ne mettez pas V' de X, surtout pas. Parce qu'en fait, dans V, vous avez U de X. Donc, en fait, c'est V' de U de X. Et donc, cette formule-là, très souvent, vous la donnez comme ça. Ça fait U' de X multiplié par V' rond U de X. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une astuce chômeur. Apprendre à laisser.
Mais ça vous, voilà, vous n'avez plus la formule en tête. Voilà comment la retrouver en même pas 30 secondes. Ok, là j'ai mis plus que 30 secondes parce que j'ai beaucoup parlé. Mais après, bah, c'est à vous de voir. Pareil, quand vous utilisez la formule, voilà, que vous devez la citer dans une interro notamment, vous pouvez, moi honnêtement j'ai l'habitude avec les X. Sans les X, je trouve que la formule est chelou à mémoriser, j'ai du mal à mémoriser, c'est comme ça. Mais je sais que la plupart des gens, ils aiment bien mémoriser sur les X. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, vous préférez sur les X. Pour en soi, oui, c'est logique. Ça me fait une formule un peu moins lourde. Bah, si vous préférez sur les X, dans ce cas, c'est pas la peine de préciser quel que soit X à part sur la I, donc vous ne le mettez pas. Donc sur les X, ça donne quoi la formule? Ça donne que vous avez V rond U prime est égal à U prime multiplié par V prime de rond U. Ok, ça vous donne une formule comme ça. Bon, beaucoup plus concise, vous me direz, il n'y a pas de X. Mais voilà, pour ceux qui préfèrent la mémoriser comme ça, vous pouvez. Il faut juste bien être rigoureux avant, ok, sur ces formulations. Ok. Après, le quel que soit X à partir de la I, bah voilà, c'est pas trop grave. Alors, deux choses qu'on va évoquer rapidement, parce que la vidéo, là, je vois, elle fait presque 45 minutes. C'est un record. Bref, nous battons des records ici. Donc, on va définir ce qu'on appelle la dérivée d'ordre supérieur. Parce que pour l'instant, au niveau des fonctions, normalement, vous avez appris à dériver une fois, en théorie. Vous avez appris à dériver deux fois pour étudier la convexité. Et après, bah, une question naturelle qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut dériver plus que deux fois? La réponse est oui, et ça dépend des fonctions en fait. Ok, il y a des fonctions, même vous pouvez dériver à l'infini. Et ces fonctions qu'on peut dériver à l'infini, elles ont un nom particulier, ce qu'on appelle des fonctions de classe infinie. Ok, donc là, pour que vous puissiez visualiser les choses, je vais vous faire un petit diagramme, ok, assez rapidement. Donc, dérivée d'ordre supérieur. Je vais faire un petit schéma. Après la définition, je vais l'écrire, mais on va expliquer. Je vais quand même vous l'expliquer oralement. Donc, il faut vous imaginer, vous avez une fonction, ok, une fonction donc qui va d'un intervalle A, d'une partie de A, en général l'intervalle, vers l'ensemble des réels. On va noter un certain nombre de choses. On va noter F0 pour F, ok. Donc F en exposant entre parenthèses 0, c'est égal à F, ok. C'est la dérivée 0e de F, ok. Et donc, pour tout cas appartenant à N, si on parvient à définir F entre parenthèses de K, donc pour dire la dérivée Km de F sur A, et que si F, donc Km est dérivable sur A, bon, en fait, vous allez avoir une certaine relation de récurrence, c'est-à-dire que quel que soit N, la dérivée suivante, donc la dérivée Km plus 1, donc de F, c'est donc la dérivée Km de F qu'on dérive encore une fois, ok. Donc, vous prenez la fonction dérivée Km fois, et vous la redérivez une fois à nouveau, et ça vous donne la dérivée Km plus 1, ok, bravo. Et donc, dans ce cas-là, bah, si la dérivée Km, elle est bien définie sur F, ok, bah, dans ce cas-là, on dit que sur A, ou sur A, bah, on dit que F est K fois dérivable sur A, et donc F puissance K avec les parenthèses, bah, on va appeler ça tout simplement la dérivée Km de F, ok, bravo. Donc, en général, bon, pour F puissance 0 entre parenthèses, on note F. Pour F puissance 1, on note F'. Pour F puissance 2, on va noter F seconde. Et au-delà, bah, après, on utilise cette notation. Ok, bravo. Alors, du coup, normalement, l'an dernier, si vous avez fait gaffe, dans la vidéo sur les intégrales, quand j'ai parlé d'intégration par partie, j'ai utilisé à un moment donné ce genre de notation. Donc, en général, non, j'ai utilisé celle-là. Donc, c'est 0. Après, je mettais un certain intervalle, c'était quelconque. En général, je mettais R. Et après, je remettais R éventuellement dedans, ou sinon, je mettais C1 de R. Ok, bravo. Ou C0 de R. Alors, pourquoi ces genres de notation? Alors, on va expliquer cette notation. En fait, C0 de A dans R, c'est l'ensemble des fonctions qui sont continues de A à valeur dans R. C1 de A dans R, c'est l'ensemble des fonctions qui sont continues de A à valeur dans R et dérivables sur cet intervalle A et de dérivée continue de A dans R. Ok, pour les fonctions de classe C2. Et bien pour des fonctions de classe C2, ce sont des fonctions qui sont continues déjà sur l'intervalle A et qui sont à valeur dans R. Ensuite, deuxième chose, la dérivée ainsi que la dérivée seconde, elles sont bien définies, ok.
Et en plus, la dérivée ainsi que la dérivée seconde, elles sont continues. Et on continue comme ça, jusqu'à arriver à des fonctions de classe C infinie sur R. Ok, ça, j'en ai peut-être parlé en classe de terminale. Les fonctions de classe C infinie sur R, ce sont des fonctions qui sont infinies, enfin déjà qui sont continues, sans leur ensemble de définitions, qui sont infiniment dérivables sur leur ensemble de définitions, et dont les dérivées successives sont à chaque fois continues. Ok, bravo. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'on appelle les classes de fonctions, ok. Donc classe 1, classe 2, classe C infinie. En général, la plupart des fonctions que vous manipulez sont des fonctions de classe infinie, c'est-à-dire qu'on peut les dériver autant de fois qu'on veut. Mais parfois, selon l'exercice, on peut restreindre l'ensemble des définitions de la fonction, de sorte à ce qu'elle soit dérivable seulement une ou deux fois, ok, bravo. Donc ça, pareil, la notion de restriction, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ça fera l'objet d'un long chapitre sur les applications où on parlera de restriction, justement. Okay, on définira clairement ce que signifie restreindre à l'ensemble des définitions pour une application donnée, et donc en particulier pour les fonctions, je reviendrai dessus. Et on peut aussi prolonger donc une fonction par un certain nombre de mécanismes. Okay, pareil, j'expliquerai dans le détail ce que c'est et ce que cela signifie. Dernière chose essentielle, quand on parle de dérivabilité, on va chercher à étudier le sens de variation d'une fonction. Ok. Donc, en effet, quand vous avez une fonction qui est dérivable sur l'intervalle, donc là, il faut qu'elle soit dérivable sur l'intervalle, hein, pas que au niveau d'un réel, il faut qu'elle soit vraiment dérivable sur l'intervalle. Donc, si vous avez f défini plus dérivable sur i, donc i ici, c'est l'intervalle, on va pouvoir appliquer un certain nombre de théorèmes. Alors, ce que je dis là, ici, pour le coup, c'est pas vrai pour les fonctions à valeur complexe, puisqu'on verra que dans l'ensemble des nombres complexes, on n'a pas ce qu'on appelle une relation d'ordre. Ok. Pareil, relation d'ordre, je redéfinirai ce que c'est exactement. Mais en gros, pour faire simple, on ne peut pas comparer des nombres complexes. Ok. Genre 1 plus 2i, tu peux pas dire que c'est plus ou moins grand que 0,5 moins 7i. Ok. En fait, il n'y a pas de relation d'ordre de ce type-là. Donc, du coup, tout ce qui est étude de la monotonie des fonctions, pas la dérivée, comme là on fait, ces théorèmes-là ne sont plus valables. Ok. Parmi les trois résultats, il y en a un qui est vrai, mais sinon après, sinon les deux autres là, ils seront plus vrais. Ok, puisqu'il n'y a plus de relation d'ordre dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, du coup, première chose, si vous avez f qui est constante souris, ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à i, la dérivée de f est nulle. Deuxième chose, si f est croissante sur i, ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à i, la dérivée de f est positive ou nulle. Alors oui, petite nuance, ça pareil, je vais rajouter. Là, je vais parler de fonction croissante. Quand vous avez une fonction qui est croissante, vous pouvez avoir une dérivée qui est nulle ou bien une dérivée qui est positive. Ok, donc positive ou nulle. En revanche, f strictement croissante sur un intervalle i, ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à i, je suis obligé d'avoir une dérivée qui est strictement positive. Ok, donc là, faites bien gaffe, faites bien les nuances comme il faut. Ensuite, troisième chose, f décroissante sur i, ça veut dire que quel que soit x appartenant à i, j'ai ma dérivée f' qui est négative ou nulle. Pareil, du coup, je remets une petite couche. Si j'ai f strictement décroissante sur i, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à i, je peux écrire que ma dérivée est strictement négative. Ok. Alors, faites bien gaffe. Chose extrêmement importante. Ici, l'hypothèse i est un intervalle est considérablement importante. Ok. Elle est nécessaire. Vraiment, elle est indispensable, cette hypothèse-là. Le fait que vous ayez une fonction qui soit sur un intervalle. Parce qu'en effet, si f est définie dérivable, mais que ce n'est pas sur un intervalle, ces résultats-là, ils vous resteront vrais. Mais du coup, vous pouvez avoir très bien une fonction, par exemple, croissante. Enfin, une fonction dont la dérivée est positive. Ok, voilà. Et pourtant, ça va donner ça, quoi. Voilà. Là, je vous ai représenté une fonction de dérivée positive. Et pourtant, vous voyez bien qu'elle n'est pas croissante. Ok. En fait, elle est croissante, mais par morceaux. Voilà.
Et donc ça, faites bien gaffe. Ok, bravo. Demain, je peux vous représenter des fonctions qui sont constantes en des points, mais qui ont une dérivée pourtant nulle, mais qui ne sont pas pourtant constantes. Ok, bravo. Par exemple, je peux vous représenter ça. Voilà. Ça rappelle des souvenirs, des suites. Voilà. Et là, ce genre de fonction, pareil, dérivée constante, mais pourtant, c'est pas. Enfin, dérivée nulle plutôt. Mais pourtant, c'est pas forcément constant. Ok, quand je regarde ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. Donc je sais il y a beaucoup de choses que je vous ai dites, mais néanmoins j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et restez-toi à la critique.